Salut, c'est Thomas et aujourd'hui une news créative autour de l'annonce de la FlashForge Creator 5, qui est une imprimante 3D filament multicouleur mais surtout multi-tête. Alors dans cette vidéo on va voir un petit peu justement l'annonce, qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qu'on peut en déduire, sachant que ce n'est qu'une annonce et comme vous le savez peut-être, on est dans cette époque où justement, dans cette transition de deuxième génération pour le multicouleur sur les imprimantes filaments, j'ai testé quelques machines plutôt low cost il n'y a pas si longtemps, mais aussi du super haut de gamme. Et vous avez des machines qui ont un petit peu tout chamboulé récemment avec justement la démocratisation d'un système multitête. En gros, en quelques lignes, au lieu d'avoir plein de filaments qui arrivent dans une seule buse, en fait, on a un filament qui arrive dans une tête dédiée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de purge, etc. pour enlever le filament. Et on obtient des impressions 3D multicouleurs beaucoup plus rapides. En général, un changement de filament dure environ 10 secondes, alors que les machines les plus rapides multibuses, j'insiste bien sur le terme, on est tout dans les 40 secondes, et les imprimantes monobuses et plusieurs filaments, on est entre 1 minute 20, 1 minute 10 pour vraiment les plus rapides, mais jusqu'à 2-3 minutes pour les plus lentes. Et oui, quand on fait du multicouleur, en général, c'est pas le multicouleur, c'est pas d'imprimer plusieurs couleurs qui est lent, c'est le fait de changer entièrement de couleur. Donc il y a des machines, il n'y a pas si longtemps, qui sont sorties, et même voire plus longtemps, notamment je pense à la Prusa XL, qui était la première imprimante à proposer jusqu'à 5 têtes totalement indépendantes, et donc qui, corrigeait ce problème de la vitesse. Et puis il y a eu d'autres machines, notamment la Snapmaker U1, imprimante 3D que j'attends, là je devrais la recevoir pour en faire le test, qui justement a fait un gros Kickstarter et a très bien marché et a mis la barre relativement haute. Il y a eu d'autres marques, WonderMake par exemple, la WonderMaker qui a annoncé une machine mais toujours pas disponible, des trucs un petit peu compliqués. Et là justement on a FlashForge qui annonce sa propre machine. Et donc on va voir ça un peu plus en détail. Juste avant d'attaquer, on est dans de la compétition, si on peut dire, pure et dure pour obtenir les meilleures machines et au final, qui va gagner? C'est plutôt nous, les consommateurs, avec des machines et qui, faut pas se leurrer, vont tirer le prix vers le bas. Le procédé va s'affiner. On est dans les premières vraies générations des machines pas chères pour de la multitête. Donc, dans 1 an ou 2 ans, ce sera standard un petit peu partout. Allez, on attaque sur le site internet. Avec une présentation un petit peu rapide où on voit ce système qui va être capable de prendre une tête d'impression avec un système principal, c'est-à-dire que vous avez une espèce de bloc central qui inclut a priori le moteur pour entraîner le filament, donc qui va permettre l'extrusion du filament, va s'accrocher à des têtes indépendantes qui elles ont le filament qui arrive avec en dessous la buse, le système de chauffe, etc. Ça veut dire que chaque filament arrive dans chaque élément secondaire de la tête d'impression et ça va poser on va la ranger, on va dire, aller prendre une autre. Ce qu'on voit pas aussi dans les présentations, c'est qu'il y a forcément une tour qu'on appelle de purge ou une tour d'amorce, histoire de bien nettoyer les choses avant d'attaquer, mais chaque filament reste assigné à chaque tête. Alors si on regarde juste dans les grandes lignes la présentation, juste ici, on va dire en elle-même, on est sur un modèle qui est entièrement ouvert, que ça soit devant, à l'arrière ou sur le dessus, mais on va voir après qu'il y a une déclinaison Pro. Vous avez les 4 bobines sur le côté, l'écran principal, la tête centrale, les systèmes de tête secondaires, j'appelle ça comme ça, je suis désolé, sont sur le côté, mais ça a fait penser effectivement à une Snapmaker U1 un petit peu différente. D'ailleurs, vous allez voir par la suite, on retrouve des tailles à peu près similaires au niveau des machines. Maintenant, est-ce que c'est du clone? Pas du clone, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce genre de machine se développe pas non plus en quelques jours, donc ce qui veut dire que il y a sûrement des différences, mais peut-être une forte inspiration. Pourquoi je parle de machines plus ou moins similaires, hormis le design, les bobines
bobines sur le côté et tout. On retrouve un volume d'impression à peu près similaire, mais en défaveur de cette Creator 5 de FlashForge, parce que là, voilà, on est sur 256 par 256 par 256, alors que la Snapmaker U1, on est sur du 270. Donc 25,6 par 27, c'est 1,5 cm. Bon, c'est pas énorme, mais là-dessus. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez vu mon test de l'AD5X de FlashForge que j'ai beaucoup aimé. Machine excellente, mais c'est pas un format un peu plus petit, 22 par 22 par 22 par rapport aux autres. Donc voilà, donc là on reste dans une taille assez classique, des imprimantes de nos jours. Mais c'est un petit peu dommage qu'on ait peut-être pas un peu plus grand. Bref, on va descendre un petit peu là-dessus. Donc voilà, ils annoncent leur flash swap avec ici donc les têtes latérales sur le côté. Vous voyez ici le système métallique, a l'air quand même assez costaud quand même, qui voilà se branche au niveau du moteur. On voit en fait ce système qui va s'accrocher au niveau du bloc principal ici. Voilà, alors maintenant comment le système s'accroche et tout, c'est un peu une inconnue, honnêtement. Il n'y a pas tellement plus d'informations. Alors, je vous dis ça d'un point de vue... Enfin, je vous explique ça de façon chronologique par rapport à la page internet. Vous voyez, là, on est dans une période un peu de promotion. Entre le 23 mars et le 19 avril, vous payez 10 € de dépôt pour avoir une réduction jusqu'à 150 € apparemment. J'ai pas trop regardé le côté marketing des choses, mais pour dire en gros, plus vous achetez tôt, moins vous allez payer cher la machine. Sachant qu'elle est quand même annoncée à un prix de 849 €, ce qui veut dire qu'on est très proche en fait de la Snapmaker. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence de prix. Je trouve ça un petit peu dommage, rien que symboliquement, mettre 49 € de moins. Bon, c'est comme ça. Bien sûr, là, si vous la prenez dès maintenant, vous la payez moins cher. Et surtout, petit truc intéressant, c'est qu'en fonction du nombre de personnes qui vont faire la précommande, le prix va baisser. C'est-à-dire que vous avez 500 personnes qui font une précommande, sera 799, 1000, 749, et 2000 et plus, 699 €. Donc voilà, ça peut être relativement intéressant. Maintenant, c'est un petit peu le coup de poker. Mais surtout, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est cette période de précommande. Vous payez entre le 20 et le 30 avril. Mais surtout, c'est que l'expédition est annoncée pour commencer au début du mois de mai. Ce qui veut dire que les machines sont potentiellement en phase finale de production et pas de pré-production, de prototypage. C'est-à-dire que là, les usines, au moment où je vous parle, parce qu'il faut quand même faire toutes ces machines, surtout s'il y a environ 2000 personnes qui achètent cette imprimante 3D, il faut quand même les produire. Donc, les machines sont assez avancées, ce qui est quand même franchement très très encourageant. Ensuite, on va regarder un peu rapidement. Ils indiquent une vitesse de 500% plus rapide, mais là j'ai envie de vous dire, c'est comme à chaque fois, ça dépend quelle est la référence d'origine. Si vous vous comparez avec une autre multitête, j'ai du mal à croire que ça soit 500% plus rapide. Si c'est par rapport à une imprimante multicouleur mais monobuse actuelle, on va dire, notamment de chez FlashForge, c'est à peu près possible. Maintenant, les informations qu'on n'a pas au niveau de la vitesse, c'est en combien de temps se fait le changement de tête? Est-ce que c'est en 8-10 secondes? Est-ce que c'est en 3 secondes? Voilà, toutes ces choses-là sont un peu une inconnue. Comment va chauffer la buse au niveau de l'imprimante? Parce que ça, c'est un élément qui est super important. Parce que quand vous allez changer, en fait, au niveau, les têtes pour le filament, les buses ici vont refroidir. Il faut qu'elles remontent en température. Alors, en général, elles sont gardées une température élevé, mais pas trop haute, parce que si c'est trop haut, le filament va couler, ce qui va poser problème, d'où l'importance notamment de la tour d'amorçage, on va dire un peu de purge. Et surtout, c'est quand on voit ici le système de chauffe, on a l'impression qu'on est sur un système de chauffe classique. J'ai pas l'impression que ça soit un système à induction. Maintenant, je suis pas l'expert des systèmes de chauffe au niveau des imprimantes, mais on a l'impression d'avoir quelque chose de normal. Alors bien sûr, il y a plein de techniques, ça va commencer à arriver, ça commence déjà à réchauffer, etc. Mais peut-être que le temps va être pas si rapide, c'est-à-dire peut-être qu'on va rester dans ces 10 secondes plus ou moins au niveau du changement, juste
simplement à cause de voilà cette montée en température. On a une vue sur le côté au niveau du système quand même de la tête, ce qui est quand même assez conséquent en termes de taille. Si tout est à l'échelle, parce que des fois c'est un peu les montages photos, vous avez le plateau de 256 en dessous, la tête qui se trouve au-dessus, donc on a quand même un bloc assez important avec le système qui se trouve directement comme ça sur le côté. Alors vous remarquez, il y a une petite lumière verte, une petite lumière bleue, j'imagine qu'il y a des petits indicateurs comme ça qui vont apparaître. Alors bien sûr, comme tout à l'heure on le disait, voilà, ils annoncent la différence. Bah oui, tous les petits poups, ces petits déchets, ces petits caca, eh ben il y en a pas ou quasiment pas. Je pense qu'il y en a, on va dire pour, bien sûr, dès qu'on change de filament pour la première fois que le filament va être extrudé. Après, pour la suite, bien évidemment, vous avez la tour d'amorçage, la tour de purge, qui ne sert juste à amorcer le filament. Je fais une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à la consulter. Voilà, donc plutôt intéressant. Des exemples de timing, c'est pareil, tu vas prendre avec des pincettes. Vous avez avec une autre imprimante laquelle, on n'en sait rien, 16 heures, on passe à 2,6 heures. Le ratio est probable, bien sûr. Bien évidemment, le gain de filament, c'est-à-dire que vous allez gratter sur ces petits cacas qui vont disparaître. Mais même la tour d'amorce, on peut éventuellement la réduire un petit peu, bien que faut un petit peu éviter. Un autre exemple, 69%, ce qui va jouer aussi, attention, au niveau des changements de couleurs, c'est en fonction du nombre de couleurs que vous allez avoir par couche. Si par exemple, vous avez 4 couleurs par couche ou 2 couleurs par couche, ou alors très souvent une couleur, puis une autre couleur et une autre couleur et pas en combinaison, il y a moins de changements, donc ce sera forcément plus rapide par couche et donc une impression comme ça plus rapide. Au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas trop d'informations, je suis un peu sur ma faim, je vous le cache pas. Le volume, j'en ai déjà parlé, 4 têtes d'impression, j'en reparlerai un peu plus tard. Les vitesses, c'est pareil, ils annoncent 600 mm par seconde, une accélération à 30 000. Ça, c'est dans les grandes lignes, vous allez voir que dans les petites lignes, il y a des petites différences. Alors, ils indiquent une première couche bien faite, ça, je vous avoue que c'est un peu le standard maintenant quand même. L'autre intérêt, et là par contre, c'est des choses que voilà, j'aime bien, c'est le fait d'avoir des matériaux différents par tête, car lorsque vous faites de l'impression monobus multifilament, notamment pour avoir des supports de matériaux différents, il faut purger énormément, sinon vous avez de la contamination, ça pose problème. Moi, à chaque fois que je fais des essais, ça marche pas forcément très bien, d'où l'intérêt d'avoir des têtes vraiment multibus ou multi-têtes tout simplement. Alors ils annoncent bien sûr une gestion je dirais d'imprimantes multiples, typiquement pour les fermes d'imprimantes. Alors c'est pareil, 10 qualités tête, tests de qualité 300 000 heures et plus. Bien sûr, ils annoncent en petit, c'est l'accumulation de toutes les tests qu'ils ont fait. Alors bien sûr, si vous avez 100 imprimantes qui marchent en permanence, c'est plus que 3000 heures, ce qui est quand même déjà pas mal, mais c'est pas non plus, on va dire, délirant. Bref, c'est des jolis chiffres. Ils annoncent aussi quasiment proche de zéro au niveau des taux d'échec, donc prouvé par, on va dire, les impressions d'échelle. Voilà, c'est à voir. Concrètement, ça c'est purement du marketing. Autre point aussi important, ça me paraissait évident qu'ils aient ça, mais bon voilà, ils le présentent, c'est la calibration du décalage des têtes. Et oui, c'est quelque chose qui est très important quand on a du multibus ou du multitête. Il faut absolument que lorsqu'une tête remplace une autre, la position de la buse soit exactement la même sur le plan horizontal, mais aussi de la hauteur. C'est-à-dire que le moins de décalage de quelques dizaines de microns, 50 microns, 70, 100 microns, eh ben ça va se voir autant sur la hauteur que la profondeur. Maintenant, quelle est leur calibration, la précision, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte, ce qui est quand même plutôt positif. Et on retrouve les choses assez classiques, la calibration dynamique du flow au niveau de votre filament, la compensation de vibration pour avoir des impressions de qualité, et là on se retrouve bien sûr, pour qui va être l'imprimante? Eh ben les makers, les familles, le côté éducatif et les fermes d'impression 3D, en gros comme toutes ces imprimantes 3D. Maintenant je vais m'arrêter un petit peu sur les spécifications, justement revenir sur quelques petits points. Alors le plateau monte à 120 degrés, on est quand même plutôt sur une température assez haute, il faut avouer. On est sur du PEI texturé, l'auto-leveling classique, mais là je vois
qu'ils annoncent un flow, donc la quantité de filament qui peut sortir de la buse, un maximum de 32 mm3 par seconde. Donc on est plutôt dans le haut du panier pour des machines, on va dire low cost dans ces cas-là. Alors c'est le truc assez classique, je vais revenir dans quelques instants. On a la température de la buse qui monte à 320 degrés, ce qui veut dire qu'on va potentiellement être capable de travailler sur différents types de matériaux. Et là, alors je vous épargne les trucs comme l'écran tactile de 4 pouces, etc. 4 pouces, bon, on est sur une taille assez standard, assez classique, mais ils annoncent les filaments recommandés et compatibles. Recommandés, on est sur du PLA, le PETG, le TPU, c'est quand même cool, c'est-à-dire que l'imprimante va marcher a priori sur du multi-TPU, y compris du 90A et non pas du 95A, donc un petit peu plus flexible. Le PLA renforcé en fibre de carbone, le PETG aussi, du PET, etc., PVA, donc des filaments en fibre de carbone abrasifs, donc j'imagine que c'est une buse renforcée et pas une buse en laiton. 32 mm3 par seconde, c'est quand même a priori une buse high flow, donc bon, ça peut être relativement bien. Mais en dessous, ils annoncent compatible avec des filaments, donc du nylon notamment, le PETCF, etc. Donc des filaments qui sont un petit peu plus sensibles aux températures. Petit rappel, on est sur une imprimante ouverte, donc je vais y revenir. Et là, ce que je trouve plutôt, on va dire, un petit peu embêtant, c'est que je vois effectivement les vitesses de déplacement de 600 mm par seconde. Vous vous rappelez que si on remonte un peu plus haut ici, on a speed tout court. Bah oui, c'est pas la vitesse d'impression qu'il vous parle. C'est un grand classique malheureusement maintenant, mais j'aimerais bien que les marketing arrêtent de mettre des valeurs comme ça un peu bidon. Donc c'est la vitesse de déplacement à 600 mm par seconde et une accélération à 30 000, sachant qu'en général, effectivement, on imprime rarement à plus de 300 mm par seconde. Mais là, dans ma tête, je me dis, il parle d'un flow de 32 mm3 par seconde, on devrait pouvoir, même en imprimant même en 0,2 mm par seconde, monter un peu plus que 300. Donc, voilà. Il faut aussi prendre en compte que ces têtes sont relativement lourdes, il y a l'inertie, à quel point on va avoir une compensation de vibration et ce genre de choses, là, effectivement, c'est à voir. Donc bref, ça c'est les choses, effectivement, qui valent le coup d'être testées. Après, vous avez le multi-système de management, vous avez une caméra intégrée, en Full HD 30 images par seconde, donc là c'est quand même un avantage. Bon, il y a le Wi-Fi, le LAN, le slicer, c'est le leur ou c'est Orca Slicer, voilà. Donc ils indiquent aussi, chose assez rare quand même, le volume que prend l'imprimante lorsque tout est installé. En général, c'est juste l'imprimante entièrement vide, donc si vous avez des problèmes de place ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir l'information. Maintenant, je reviens un petit peu sur ce que j'aurais aimé voir. Alors, tout d'abord, j'aurais bien aimé voir une 5e bobine de filament. On le voit d'ailleurs au niveau du système que on a quand même de la place pour mettre éventuellement une 5e tête. Pourquoi je parle d'une 5e tête? Car pour les gens qui font de l'impression 3D multicouleurs, très souvent les objets se retrouvent avec plus de 4 couleurs, parce que dès que vous avez par exemple des yeux, vous avez des yeux du blanc, du noir, déjà 2 couleurs qui sont prises, il vous reste plus que 2 couleurs pour le reste, ce qui limite quand même pas mal, sachant que l'on est de ces secondes générations de machines, telles que je le disais au début, allez un petit peu plus loin, mettez une tête de plus, rien qu'une tête, 3 couleurs, ça change considérablement les choses. Là, si on regarde bien ici, alors ce chien il est plutôt cool à voir, on a effectivement 2, 3, 4 couleurs, mais vous voyez la truffe elle est sur le même rose ici, bon c'est pas forcément choquant, est-ce qu'il y a du blanc au niveau des yeux? Peut-être, je sais pas trop, mais pour dire que ça peut être sympa, mais aller un peu plus loin, ça pourrait vraiment être cool. Maintenant, on a l'impression d'avoir une machine vraiment concurrente en frontal par rapport à la Snapmaker, mais Flashforge sait quand même faire des bonnes machines, a plutôt une bonne réputation dans l'ensemble, donc ils ont moyen de faire quand même un bon succès, et surtout d'avoir une alternative à Snapmaker. Mais attention à ça, il faut une alternative qui soit aussi efficace. Je ne l'ai toujours pas testé, mais les retours quand même sur la Snapmaker U1 sont plutôt globalement assez positifs. Ce qui veut dire que cette machine-là, vous la touchez à 749, je ne sais plus quel a été le prix qu'ils annonçaient, 699, c'est un prix franchement relativement intéressant. 849, entre acheter une machine qui est légèrement plus grande par rapport à celle-là, 27 par 27 par 27, alors que là on est sur du 25,6 par 25,6 par 25,6, qui apporte pas peut-être plus de choses, c'est peut-être un petit peu dommage. Maintenant, l'autre point, mais
c'est que là, justement, l'annonce est un petit peu... Il manque quelque chose, c'est que cette machine-là est plutôt présentée pour faire, voilà, du PLA, du PETG, du TPU, finalement, des filaments tout à fait classiques. Mais on a vu qu'elle est capable de faire des filaments plus compliqués. C'est dommage qu'elle soit pas entièrement fermée. Et donc là, je vous montre une vidéo de mon collègue TechNapa, qui était au TCT en Chine et qui a pu aller sur le stand de FlashForge. Et surtout, c'est qu'il y a une version pro de la machine qui est entièrement fermée, et ça c'est quand même plutôt bien. Le design est plutôt très très sobre, franchement ça fait un joli système, voilà, pour bien enfermer l'ensemble. Mais surtout, et là je trouve ça plutôt malin, c'est qu'au lieu d'avoir les bobines sur les côtés, ce qui est vite problématique quand on a des filaments techniques, parce que très souvent ils sont sensibles encore plus que les autres à l'humidité, et ben c'est que vous avez des boîtiers comme ça externes. Alors il manque effectivement un tube entre les deux, mais voilà, sur le côté pour être capable de gérer ces filaments techniques. Alors vous voyez ici, si on regarde en gros plan, on a typiquement de la température, de l'humidité, un temps et tout, donc on imagine que ça permet de sécher, de déshumidifier les filaments, y compris pendant l'impression. Et donc là on se retrouve avec une solution pro. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que sur l'annonce publique qu'ils font ici, il n'y a pas mention de cette version pro. Alors, est-ce qu'elle va être limitée au marché chinois, parce que c'était présenté sur le TCT en Chine, à Shanghai, ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est dommage, parce que si ça coûte 200 € de plus, pour des gens qui font beaucoup de filaments techniques, notamment avec des supports, avec des différents mélanges, ça peut être vraiment très intéressant. Surtout que les specs permettent de monter haut en température au niveau de la buse et au niveau du plateau. Voilà, c'est cool. Maintenant, est-ce que c'est une chambre chauffée ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est quand même intéressant d'avoir les deux solutions pour cette Creator 5. Donc vous avez vu, beaucoup d'explications autour de cette machine quand même. Je vous le cache pas que je suis censé la recevoir en test maintenant, quand, comment, où, etc. Je n'en sais rien, mais ça va être assez intéressant parce que je vais avoir potentiellement ces deux machines vraiment concurrentes directes, je dirais quasiment en même temps, potentiellement à quelques semaines d'intervalle. Alors je sais pas si je ferai forcément un comparatif à proprement parler, mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que voilà, là, il y a plusieurs marques qui commencent à dégainer finalement les armes pour les multitêtes, pour des prix plus accessibles. Pour la petite histoire, je peux pas en dire plus, mais j'étais contacté par une marque totalement inconnue ce matin pour une machine aussi multitête, mais là apparemment c'est carrément 4 têtes totalement individuelles de A à Z, extrudeur et tout, qui annonce des changements en 1 seconde au niveau de la couleur. Alors, vraiment savoir, je me méfie quand même des trucs un peu comme ça qui paraissent trop beaux, mais voilà, je pense que 2026 va être une année assez intéressante pour l'impression filament multicouleur, et je ne serais pas étonné qu'on commence à voir des marques à sortir justement des machines un peu plus grandes, du 30 par 30 par 30 ou peut-être 35 par 35 par 35, avec, je l'espère, 5, 6, 7 têtes d'impression, et là, à mon avis, il va y vraiment avoir de quoi s'éclater. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de machine, cette Creator 5, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous connaissez FlashForge, marque, moi j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça finalement, avec la D5X. Je suis assez impatient forcément de tester, et c'est vrai que ça va être cool pour tous les gens qui veulent vraiment faire de l'impression couleur. Là, il n'y a plus du tout de questions à se poser, et ça va vraiment être génial tout ça. Bref, les commentaires sont pour vous, passage, vous likez la vidéo, vous vous abonnez tant que vous y êtes pour avoir plus de news créatives comme ça. Vous avez bien sûr TikTok, Instagram, le canal de discussion dédié sur Instagram où je partage un petit peu la vie de la chaîne YouTube, le Discord de Polyworkshop, et puis moi je vous dis surtout comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous, bye bye.